Il y a eu un débat. Et ce débat consiste, il faut parler des souris, travailler chez l'animal, il y a des gens qui sont contre. Eh bien, je vais prendre les risques. Et je vais prendre les risques parce que je pense que c'est les modèles aujourd'hui pour lesquels on a des datas suffisants pour dire que ces modèles servent à quelque chose. Et les autres modèles viendront, j'espère, un jour. On n'a pas envie nécessairement de travailler sur des souris pour plein de raisons, y compris éthiques. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de modèles qui soient aussi bénéfiques, de mon point de vue, pour la recherche que ces modèles dont je vais vous parler aujourd'hui et dont je suis loin d'être un spécialiste. Et c'est dommage que Florence Coucy, qui soignait des malades, a passé pendant sa thèse très longtemps à soigner aussi des souris, de façon assez extraordinaire d'ailleurs, ce qui donnera lieu à des essais cliniques bientôt, n'est-ce pas Florence? Mais bon, c'est moi qui va parler. Et donc, je vais vous parler des modèles qui s'appellent des PDX, donc comme ça on est clair. PDX vient de l'anglais, comme ils font tout à l'envers. En français, on devrait dire XDP, ça veut dire scénographe dérivé des patients. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. En fait, une PDX, ou un je ne vais pas le dire, ce serait impossible de le dire en français. Un PDX, finalement, c'est une tumeur. Alors, aujourd'hui, on a les cancers du sang métastatiques. Donc, on peut, et on fait aujourd'hui, des scénogreffes, donc des greffes des tumeurs chez la souris à partir des métastases. Évidemment, c'est plus facile quand on a accès à la pièce opératoire qu'à partir d'une biopsie. Mais on peut le faire et on le fait. Elisabetta le fait d'ailleurs très bien à partir des métastases osseuses. Quand on les opère, on a accès à du matériel et on fait ce type de modèle. Donc vous voyez que là, il y a une tumeur. Avec cette tumeur, il y a des cellules tumorales, il y a des vaisseaux, il y a tout ce qu'il faut. Et on les met dans des souris qui sont, dommage, immunodéficientes. Parce que si une souris a le système immunitaire qu'il faut, dès qu'on les met quelque chose, elle va les rejeter allègrement parce que c'est quand même quelque chose qui vient de l'homme. Donc il faut, et ça c'est un désavantage fantastique de ces modèles, c'est que ces souris sont immunodéficientes. Si on a de la chance, parce que ce n'est pas toujours le cas, ça pousse. Évidemment, les tumeurs vont pousser dans les souris et on peut avoir des cohortes de souris. Et après, on peut, par exemple, les traiter. Donc, vous voyez ici, il y a des souris qui sont traitées par ce qu'on appelle les véhicules dans lesquels on met la drogue ou la drogue. Dans ce cas, vous voyez aussi que la drogue, parce que ça, ce qu'on mesure, c'est la croissance tumorale, le volume de la tumeur chez la souris, vous voyez que cette drogue X marche plutôt bien par rapport au contrôle. Donc des tissus sont greffés directement et évidemment, peuvent être utilisés dans des études qu'on appelle précliniques. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas parler ici des essais cliniques sur la souris. Donc, je vais vous dire 2 mots sur la fidélité et la stabilité de ces modèles. Je passerai à la fin à des avantages qui offrent aussi ces modèles. Donc, la fidélité a été montrée d'un point de vue morphologique, génétique et des réponses aux médicaments. Et donc, avec 3 exemples, vous allez comprendre tout de suite. Alors là, je fais cela depuis très très longtemps. Évidemment, je vous montre la tumeur de la patiente et la tumeur chez la souris pour un triple négatif, pour un R2+, et pour un cancer R+, mucineux, donc très particulier comme morphologie. Et vous voyez ici, à côté, donc la patiente et la tumeur chez la souris. Évidemment, on ne va pas faire l'essai ici. Moi, ce que j'ai fait il y a longtemps, quand mes enfants étaient petits, je leur montrais les 3 patients et les 3 souris, et tous les enfants vous donneront que celui-là ressemble plus à celui-là que aux autres. Donc, il ne faut pas être pathologiste pour comprendre que la morphologie est maintenue de façon assez extraordinaire, et je n'ai pas d'explication à donner sur cela. Je ne comprends pas comment une tumeur mise chez la souris reproduit morphologiquement ce qui se passe chez l'homme, étant donné qu'il n'y a pas que des cellules tumorales dans une tumeur. Il y a les vaisseaux, il y a les cellules fibroblastiques, il y a les stromas, tout ça, c'est reproduit comme si la tumeur éduquait les autres cellules de l'organisme, cette fois-ci une souris, pour redevenir une tumeur comme chez l'homme. Fidélité à niveau génétique. Alors, ce n'est pas la peine d'être généticien. Ce que je vous montre ici, de façon, j'espère, claire, ça c'est une graphe qui n'a rien à comprendre aujourd'hui. C'est simplement des altérations dans le nombre de copies des gènes. Il y a des gènes qui sont augmentés. Au lieu d'avoir 2 copies, comme tout le monde, ils vont avoir 14, 40, 100 copies. Et ça, c'est ici. Mais ici, c'est la tumeur de la femme, de cancer du sein. Et ici, c'est le même cancer mis dans une souris. Bon, vous pouvez toujours chercher, mais il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a pas de différence génétique. Et quand il y a des mutations, parfois, évidemment, il y a des mutations dans les cancers du sein, elles sont représentées ici. Quand on les cherche,
c'est la femme. Et dans sa tumeur, quand on le met sur la souris, il n'y a pas non plus de différence. Donc il y a une fidélité des modèles à niveau génétique. Les plus importants, probablement, je ne vais pas vous montrer ça avec des graphes très, très savants. Tout simplement, il y a un papier qui est sorti, il n'y a pas une publication qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Ici, ce que vous voyez ici, c'est des différents cancers. Donc, et ces PDX ont été traités. On a eu l'occasion de traiter la patiente de la même façon que la souris, ou vice-versa. On traite la souris de la même façon que la patiente pour voir si ça répond pareil. Et ça répond pareil en 90%. Bon, je ne dis pas qu'il y a des centaines de cas traités dans ces papiers. C'était 10 tumeurs, 9 sur 10. Les traitements qu'on donnait à la souris correspondaient exactement et marchaient pareil ou pas. Bon, pas. Je veux dire, où ça marchait, ou ça ne marchait pas comme chez la patiente. Et vous voyez ici que c'est assez général dans les cancers du sein, bon, c'est 90%, mais en tout cas, dans l'expérience de Curie, il y a quand même pas mal de concordances dans ce type de traitement. Donc, à quoi ça sert ces modèles? Bon, évidemment, on est à l'Institut Curie, on fait beaucoup de recherches. Vous avez un matériel tumoral qui ne change pas et vous avez des tonnes. Ça suffit de mettre dans une souris, d'une souris à une autre. Vous avez toutes les quantités de matériel que vous voulez pour l'étudier. Donc, pour faire des études biologiques, c'est assez intéressant. Parfois, ces tumeurs qu'on met chez la souris donnent des métastases. Donc, pour étudier le phénomène métastatique, aussi peut être très intéressant. On peut identifier des cibles thérapeutiques. Donc, une cible thérapeutique, c'est la molécule sur laquelle une thérapie va marcher. Donc, on peut essayer de voir si on identifie dans ces tumeurs des cibles nouvelles, des cibles existantes, et on peut évaluer de façon préclinique des approches thérapeutiques nouvelles. D'ailleurs, en monothérapie ou en combinaison. On ne peut pas tester chez une patiente d'un cancer du sein métastatique 10, 14, 15 combinaisons à la fois. Chez la souris, on peut le faire, il suffit simplement de greffer plus de souris. On peut identifier des biomarqueurs prédictifs de réponse. Quand vous avez des patients qui répondent et qui ne répondent pas, c'est bien, mais c'est compliqué. Tandis que quand vous avez des souris identiques génétiquement, avec de la tumeur qui est identique, et que vous avez une cohorte de souris avec des tumeurs différentes, et vous classez celles qui répondent et celles qui ne répondent pas, vous avez, avec ces matériels, de quoi faire des études pour savoir les tumeurs qui répondaient, qu'est-ce qu'elles avaient comme caractéristiques particulières, et peut-être trouver un biomarqueur qui nous prédit la réponse du traitement. On peut évidemment identifier aussi des mécanismes de résistance. Et je passerai une dernière des slides pour vous montrer une stratégie de médecine de précision ou personnalisée. Je n'aime pas les termes de médecine personnalisée, mais je vais vous dire, dans le seul cas où je parlerai de médecine personnalisée, c'est ce type d'étude et vous comprendrez pourquoi. Donc, je vais vous montrer un exemple d'évaluation préclinique d'une approche thérapeutique. Ça semble très compliqué, mais ce n'est pas du tout. C'est un cas réel. Cette femme a eu un cancer triple négatif détecté à 50 ans. Elle a été traitée en néoadjuvant, donc avant le traitement chirurgical. Et puis, une fois qu'on a fait les traitements chirurgicaux, malheureusement, il y avait un résidu tumoral. Et Elisabetta Marangoni, dans notre laboratoire, a donc greffé ces résidus dans des souris. Et donc, elle a créé une tumeur chez la souris de cette patiente. Malheureusement, cette patiente, 7 mois après, développe des métastases et on les fait 2 lignes ici. Une première ligne qui inclut la gemcitabine et les carboplatines. Après 3 cycles, la patiente progresse. On lui donne de la capecitabine, cette fois-ci en 2e ligne, 3 cycles, et malheureusement, elle progresse encore, elle passe en soins palliatifs. Alors, Elisabetta, ce qu'elle a fait, et elle ne l'a fait pas avec une patiente, mais avec plusieurs, comme elle avait la tumeur de la patiente après néoadjuvant, ce qu'elle a fait, c'est traiter la souris exactement de la même façon que la patiente, de la même façon, vous le voyez en bas, et aussi, elle a testé d'autres choses. Donc, vous voyez ici que le contrôle est en bleu, et que quand on donne la même thérapie qu'on a donnée chez la femme, oui, ça retarde un peu, mais vous voyez ici qu'à la fin, si on attend suffisamment, ça va répartir ce qu'on appelle une progression. La même souris qui a été traitée comme ça, on l'a récupéré la tumeur traitée, comme chez la patiente, on l'a mis dans d'autres souris, et cette fois-ci, on l'a traitée avec de la capecitabine à 3 cycles, et vous voyez aussi, à un moment donné, ça échappe aussi, donc on reproduit à peu près ce qui se passe à la femme. Mais ce qu'elle a remarqué, Elisabetta d'extraordinaire, c'est que si vous traitez avec de la capecitabine en vert en 2e ligne, vous n'avez pas ou peu de réponses, tandis que vous avez une réponse très stable si vous le traitez en 1re ligne.
Et ça, c'est une information très importante. Et à l'époque, quand elle avait eu ces résultats, on se disait, est-ce qu'il ne faudrait pas donner plutôt la capecitabine en première ligne? Eh bien, il n'a pas fallu faire un essai clinique, parce qu'il se trouve que les Japonais étaient en train de le faire. Et vous voyez ici les effets de capecitabine ici, en première ligne, adjuvant. Et là, clairement, des bénéfices. Et aujourd'hui, je pense que les oncologues ne me démentiront pas, la capecitabine en première ligne métastatique, c'est un médicament qu'on utilise beaucoup à l'Institut Curie et ailleurs, en première ligne. Et je pense que les données précliniques le montraient et on aurait pu aider à faire cela. Donc, quand on croit à quelque chose, peut-être qu'il faut continuer à le faire. Absolument. Absolument. Alors, je vais finir par celle-là. J'aime beaucoup, enfin, pas celle-là dernière, parce qu'après je vous dirai du mal de ces modèles, parce que c'est normal. Mais je pense que tout le monde a vu le film Avatar, ou presque tout le monde. Et je ne sais pas, c'est des Espagnols qui ont adopté les termes Avatar pour ces modèles pour lesquels on dit « Et si on prenait le tumeur de la patiente et on suivait chez la souris et on adopte la thérapie qui marche chez la souris, c'est la patiente ». Donc l'idée, c'est donc, on prend la tumeur, on fait la souris avatar avec la tumeur, on expand, on a beaucoup de souris et on traite la drogue A, B, C, D. Et le jour où la patiente a une rémission, après une rémission, il y a une récidive qui apparaît, on va tester avec la drogue qui marche le mieux chez la souris. Et puis, si ça ne marche pas bien, on passe à la deuxième, etc. Alors, ça peut être de la science-fiction comme Avatar, mais je vous dis qu'il y a des exemples, des protocoles qui sont aux États-Unis, à qui on n'a pas commencé encore. Ce qu'on fait actuellement, c'est une faisabilité, ce qu'on appelle une étude de faisabilité. C'est combien de patientes pourraient bénéficier de cela pour savoir si ça vaut la peine. Et la raison, c'est que malheureusement, toutes les souris ne prennent pas la tumeur. Et donc, on voudrait savoir, combien des souris vont prendre la tumeur pour voir la faisabilité de l'essai, parce que ça va réduire le pourcentage des femmes qui vont bénéficier de cela. Et puis, évidemment, il y a d'autres problèmes qui vont venir derrière cela, parce que combien de temps on va avoir pour tester les molécules chez la souris avant que la patiente puisse avoir bénéfice de la thérapie qu'on peut lui offrir. Ça, c'est ce qu'on appelle les modèles Avatar. Je la prends à la fin peut-être, ou tout de suite? Les limites. Les limites, peut-être en recherche, comment on peut aller au-delà de ces limites. Bon, évidemment, la première limite est claire. Tout le monde rêve d'avoir de l'immunothérapie dans notre cancer. Ce n'est pas dans les souris immunodéficientes, au moins pas dans toutes, qu'on pourra tester ces molécules. La plupart des molécules d'immunothérapie marchent via les lymphocytes T et nos souris, justement pour ne pas rejeter la tumeur, n'ont pas de lymphocytes T. Donc on oublie la possibilité de tester dans ces modèles l'immunothérapie seule ou combinée. Mais on fait actuellement ce qu'on appelle les PDX humanisés. C'est quoi un PDX humanisé? C'est une souris pour laquelle on le met le système immunitaire humain. Et de plus en plus de boîtes et de laboratoires académiques sont capables de reconstruire dans une fenêtre de temps d'à peu près un mois une souris qui non seulement porte une tumeur humaine, c'est un PDX, mais qu'en plus a un système immunitaire humain et qui donc peut faire travailler une immunité d'une autre façon. Ça paraît aussi de la science-fiction, mais il y a pas mal de publications qui sortent actuellement. Et ici à Curie, on a déjà aussi quelques éléments de réponse qui montrent que ces modèles peuvent être très utiles. Le deuxième, c'est que certaines tumeurs, malheureusement, ne prennent pas bien. Et le cancer du sang, c'est parmi ceux qui prennent les moins bien. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, qui n'est pas une bonne non plus, c'est que ce qui pousse chez la souris, on le sait maintenant, c'est les cancers les plus agressifs. Donc, il vaut mieux avoir, effectivement, pour les modèles de cancers agressifs, parce que c'est là où on a des problèmes thérapeutiques. Et je pense qu'actuellement, tous les cancers agressifs des cancers du sein poussent chez la souris, à 90% actuellement. Et triple négatif pousse très bien. Les métastases osseuses poussent très très bien. Donc, des choses qui avant ne poussaient pas, quand la tumeur est agressive et résistante, poussent bien chez la souris. Mais le plus important, c'est effectivement, aujourd'hui, de faire des greffes des tumeurs agressives, mais aussi de collaborer avec les autres équipes internationales, parce que comme ça, on augmente le nombre de cohortes. C'est évidemment la même chose que l'on peut faire quand on a des cohortes des souris, des tumeurs chez la souris, qui représentent mal la maladie. Vous savez, les cancers triple négatifs sont très hétérogènes. Donc, il ne faut peut-être pas 3, 4, 5 modèles triple négatifs, il faut peut-être des centaines de modèles. Une institution seule ne peut pas le faire, mais pour cela, on crée des consortia internationaux
avec les États-Unis, avec l'Europe, pour essayer d'avoir le plus de modèles possibles à disposition de tout le monde. Et c'est ma dernière. Merci beaucoup.